Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux pour vous retrouver aujourd'hui après un épisode Covid où j'ai arrêté les vidéos YouTube pendant un petit moment. Et donc j'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous retrouver avec Jonathan, du coup de la chaîne Fructify. C'est ça. Et donc qui a aussi le business du même nom. À l'occasion de mon retour en France, j'ai le plaisir donc, de pouvoir le voir physiquement. Parce qu'on avait échangé du coup uniquement en outils Zoom, etc. À distance, hein, forcément étant sur Maurice. Et voilà, du coup, on va pouvoir parler avec Jonathan déjà de lui, son parcours, à la fois en tant qu'investisseur crypto, aussi en tant qu'entrepreneur. Parler aussi des cryptos d'une manière générale, ce qu'il pense du marché actuel, même si vous avez le lien bien sûr vers sa chaîne YouTube, je vous le mets en haut à droite sur votre écran. Je vous invite à le suivre, il y a beaucoup de vidéos très intéressantes. En tout cas, moi je suis déjà depuis quelques années maintenant, puisque tu fais partie des anciens. Ah oui, moi sur YouTube j'étais là en 2017. Eh oui, Parler de crypto en 2017. Ouais, ça fait déjà 5 ans. Oui. Et donc bon voilà, on va parler déjà de qui tu es, ton parcours. Oui. Donc si tu veux bien nous expliquer voilà, d'où tu viens, puisque justement tu as un parcours atypique, ce que j'aime beaucoup, et comment tu es tombé dans le monde des cryptos, comment tu as lancé ta boîte, ce qui s'est passé comme déclic dans ta tête. Oui. Je te laisse parler de toi. Ok. Bonjour, moi je suis Jonathan Novak, j'ai 31 ans, je vis dans le sud de la France, et en fait j'étais pas du tout prédestiné à être dans les cryptos puisque je suis de formation paysagiste. Donc après mes études BTS aménagement paysager, j'ai créé mon auto-entreprise pour faire de la conception paysagère. En fait, je faisais des plans de jardin en 3D, parce que c'était ma passion, le jardin. Mais en vrai, ça gagnait pas trop. Et j'ai galéré énormément. D'ailleurs, c'était les plus bas de ma vie financièrement. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais un petit peu d'argent de côté. Et je trouvais des moyens pour faire fructifier cet argent. Mais j'avais très peu d'argent de côté, enfin quelques milliers d'euros. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le Bitcoin. D'ailleurs, ça part même d'un MLM, tu sais, OneCoin. Je sais pas si tu connais. Ah oui, mon Dieu. Donc ça m'a fait perdre de l'argent. D'ailleurs, vaut mieux pas aller dans les MLM. Enfin, d'un côté, ça nous fait les côtes pour après le business. Et donc, on m'avait dit, oh, OneCoin, c'est super, c'est bien mieux que le Bitcoin. Mais je sais même pas ce que c'est le Bitcoin. Et du coup, bon, j'avais investi dans OneCoin, au final j'ai perdu de l'argent, mais je me suis dit, c'est quoi le Bitcoin? Ça fait gagner de l'argent par la suite. En fait, le fait de rentrer là-dedans, c'est le coût d'apprentissage au final. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est les erreurs que j'ai fait qui m'ont permis au final de plus les faire et d'apprendre. Et donc du coup, j'ai creusé un peu sur le Bitcoin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me paraissait un petit peu compliqué et inutile et voilà, risqué. Donc j'ai pas vraiment investi, mais à cette époque, bon, c'était en 2016, il valait à peu près 500 $ le Bitcoin. C'était une belle époque. Et donc au bout d'un moment, j'ai laissé un peu couler parce que vous savez, on ne fait pas tout de suite, on a d'autres priorités. Et au bout d'un moment, je vois que le Bitcoin est à 1000 $. Quelques, je sais plus si c'était semaines ou mois après. Je me suis dit, oh, je voyais des gens sur Facebook dire, ah, Bitcoin à 1000 $, enfin une personne. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Il a fait x2 en l'espace de très peu de temps. Et je me suis un peu renseigné sur le sujet, j'ai essayé de comprendre l'idée. Et c'est là où je me suis dit, ah, il y a peut-être un potentiel, il y a un nombre limité de tokens, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais investir, mais j'investis un peu comme un mouton. Vous savez, quand on est débutant, on suit nos émotions, mais en fait c'était le bull run des 1000 $. Il était bien plus bas avant, et en fait moi j'ai investi au pic des 1000 $. Tu verras, en 2016 il y a un pic, c'est des 1000 $, bon c'est aujourd'hui tout petit, mais j'ai investi au pic. Et bien sûr après il a chuté bien plus bas, et je me suis dit, j'ai perdu, j'avais mis 4000 $, donc j'avais 4 bitcoins à ce moment-là, et ça a chuté. Mais moi 4000 $, c'était tout ce que j'avais sur mon compte, hein. Mais j'y ai cru fort. Et donc ça a chuté énormément, et je me suis dit, bon bah tant pis, maintenant, si je chute à zéro, tant pis, je vais mourir avec, quoi. Et au final, vous savez ce qui s'est passé en 2017. Le Bitcoin est passé de 1000 $ à 19 000 $. Donc moi qui galérais à gagner 400 € par mois avec ma société,
ou parfois un peu plus. Et je me suis dit, waouh, j'avais un portefeuille à 150 000, je sais plus j'avais quel âge, mais j'avais 21 ou 22, 150 000 $, à rien faire. Je me suis dit, waouh, je me casse le cul en fait à travailler pour gagner peanuts, et là je fais rien et je gagne gros. Je me suis dit, quand même, c'est intéressant. Et ensuite, j'allais à des séminaires. Ouais, tu avais 26 ans à peu près. C'était à 5 ans. Ouais, dans ces eaux-là, voilà. Voilà, oui, voilà, dans ces eaux-là. Et donc, là, à ce moment-là, j'allais à des séminaires dans l'année 2017, etc., pour chercher des partenaires, pour faire ma promotion de ma société Jardin. Et en fait, tout le monde s'en foutait du jardin. Et au bout d'un moment, comme je me suis pris de passion des cryptos, j'ai parlé de crypto. Et là, c'était drôle, je m'en souviendrai toujours. Je parlais de crypto, mais de manière passionnée. Et il y avait, je sais pas, une dizaine de personnes autour de moi qui m'écoutaient parler de crypto, parce qu'en 2017, là, c'était mi ou début 2017, personne parlait du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'était très faible. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, mais j'ai aucun partenaire jardin. Les gens s'en foutent du jardin, ils veulent en savoir plus sur les cryptos. Et c'est là où je me suis dit, comme j'étais au plus bas de ma vie financièrement, je vais peut-être lancer un business sur les cryptos, parce que ça intéresse les gens. Et il fallait que je trouve une solution, sinon vraiment j'étais à la rue. Et donc j'ai lancé un premier club privé qui est au début gratuit, et après j'ai fait 27 € par mois. Et ça a commencé à bien se comporter, il y avait des bons retours. Ensuite j'ai lancé une formation qui était à 27 €, la formation, puis après 50. Formation 100. en ligne, c'est ça du coup? Ouais, c'est ça, et puis maintenant elle est à 500, et je l'ai vachement complété. J'ai mis, puis au fil du temps j'ai acquis beaucoup d'expérience. Comme je disais tout à l'heure au repas, je gagne plus d'argent aujourd'hui avec mes cryptos, enfin sur le long terme avec mes cryptos, j'ai beaucoup plus gagné avec mes cryptos qu'avec mes formations, club privé, etc. Et donc j'ai lancé mon business là-dedans. On peut parler de chiffres, moi ça ne me dérange pas de parler de chiffres. La première année, je suis passé de 0 à 100 000 €. Je me suis dit, ouais, mais c'est extraordinaire, alors que je galérais avec mon toit jardin. Et puis, donc ça veut dire qu'il y avait une demande, il y avait quelque chose, et puis là c'était en plein bull run 2017. Et puis 2018, marché baissier, mais ma société a fait quand même 500 000. Ah oui. Elle a fait x5 en marché baissier. Ah oui, c'est bon. Donc ça c'était énorme. Et puis c'était 2018, 2019, toujours de plus ou moins dans les 500 000, après 700 000, etc. Et ensuite, j'ai vu que les formations c'était bien, les clubs privés c'était bien, mais je voulais aider plus les gens avec un truc clé en main, parce que j'ai vu que les gens parfois voulaient être autonomes, mais parfois ne voulaient pas être autonomes. Ils voulaient un système clé en main. Et le souci, c'est qu'avec les gens, ils ont beau apprendre la formation, mais ils ne veulent pas être investisseurs crypto de métier. Si tant est qu'ils la suivent, parce qu'il y en a parfois qui juste l'achètent et ils la suivent même pas. C'est ça. Et bon, on va dire, les gens la suivent, certaines personnes en tout cas la suivent, mais ils n'y arrivent pas émotionnellement. En fait, ils ont bien compris les principes, mais émotionnellement, si ça monte, ils ont envie d'acheter, si ça vend, ils ont envie de vendre. C'est tout l'inverse qu'il faut faire en réalité. Donc je me suis dit, mais il faut qu'ils le fassent de manière cartésienne, mais ils n'y arriveront jamais. Donc il faudrait automatiser ça. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a lancé Fructify.io, qui aide les débutants à investir dans les crypto-monnaies avec des solutions clés en main. Donc ils ont simplement alloué un capital à cette stratégie d'investissement, et c'est tout. La stratégie investit sur le long terme dans les crypto-monnaies. Donc en fait, quand il y a une tendance haussière long terme, la Smart Strategy achète la crypto-monnaie en question qui est dans cette dynamique haussière long terme. Et puis quand on repart dans une dynamique baissière long terme, là on va vendre en haut. Donc en fait, la Smart Strategy va surfer les tendances haussières long terme et va éviter les tendances baissières long terme. C'est pas du bot de trading, c'est vraiment haussier long terme. Et donc ça a eu un fort succès. Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de volumes depuis le début, donc c'est énorme. On gère plusieurs millions, donc forcément quand en fait les stratégies investissent 100% du capital, forcément c'est 7 millions d'un coup. S'ils revendent, c'est 7 millions d'un coup. Donc ça va très vite en fait. Voilà, on a plusieurs millions sous gestion, plus de 400 000 ordres passés, voilà, ça a bien fonctionné. Et puis maintenant, j'ai un autre projet, on en parlera peut-être tout à l'heure, on verra ça en fin de vidéo, regardez bien jusqu'au bout. Mais voilà, donc
tout ça pour dire que j'étais pas du tout prédestiné à être là-dedans, mais au final, je suis devenu investisseur crypto de métier et passionné dans cette thématique. Oui, bah ça se sent, de toute façon, effectivement, sur ta chaîne, et puis même quand on en parle là, c'est un sujet qui te porte, c'est facile pour toi d'en parler, ça t'intéresse, et c'est important, surtout quand on transmet de la connaissance, c'est clair. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, au niveau de Fructify, comment c'est positionné bon, je saute un peu les questions, hein, j'ai pas fait des On fait au questions, on s'en fout. Et comment, du coup, comment vous êtes positionné actuellement par rapport au stade du marché? Moi, pour ma part, là, je suis en... Ok, comme toi, j'ai du hodl en mode à la vie et à la mort. Tu sais. Oui. Alors peut-être pas à la vie et à la mort pour ma part, mais en pour tout une cas, partie du portefeuille. voilà, disons que ça est cohérent d'un point de vue stratégie patrimoniale d'ensemble d'avoir un pourcentage qui soit alloué dans les cryptos et qui reste alloué dedans. Et là, justement, en termes de vos stratégies, comment vous êtes positionné? Vous êtes positionné en full 100% du capital, 50%, pas du tout? Comment c'est... Quel est le positionnement actuel, tu vois, au niveau de Fructify? Et toi, au niveau perso, comment, là, aujourd'hui, tu appréhendes le marché? D'accord. Donc, pour Fructify, en fait, pour moi, je pense qu'un bon investisseur, il a plusieurs stratégies d'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, en l'occurrence, on a plusieurs fonctions chez Fructify, avec plusieurs stratégies d'investissement. En particulier, la fonction achat mensuel optimisé. Donc, en fait, on va acheter un indice de crypto-monnaie présélectionné à fort potentiel tous les mois. Et donc c'est un DCA, quoi. On appelle un DCA, Dollar Cost Averaging. Mais en même temps, il est optimisé parce qu'on va optimiser les ventes. Donc en fait, c'est sur des ventes long terme. Hein. C'est pas quand il fait 10%, c'est vraiment quand il a fait, je sais pas, c'est en fonction d'indicateurs graphiques. Quand cette crypto-monnaie est déterminée comme surcotée sur le long terme, eh bien ça vendra 5 ou 10%. Donc en fait, c'est un DCA un petit peu optimisé parce qu'on choisit les cryptos. Des cryptos à fort potentiel et en même temps on optimise la vente. Donc ça, c'est une gestion qu'il faut avoir. Donc certains clients le font, d'autres non, parce que là, en fait, on subit quand même la variation. Si le marché chute à zéro, tu vas le prendre de plein fouet. Mais la smart stratégie, pas du tout. En fait, tu vas allouer un capital et on va, comme j'ai dit, surfer la hausse, éviter la baisse. Et en l'occurrence, là, tous les clients sont sortis du marché depuis les 55 000 $. D'accord, ah oui, c'est bien. Voilà, quand je parle du Bitcoin. Sur d'autres cryptos, en fonction de quand elles ont été déterminées dans un marché baissier, hop, elles sont vendues. Okay. Donc en fait, moi j'adore parce que je mets en toute transparence 10% de mon portefeuille dans la smart stratégie. Ok, donc c'est bien, t'es skin in the game, comme on dit. Voilà. Bien. Okay. Et donc du coup, moi je suis hyper content parce que je me dis, t'as pas de stress sur ces 10%. C'est vendu depuis bien longtemps, j'ai gardé mon pouvoir d'achat et quand on repartira vraiment dans une dynamique haussière, pas un petit peu, eh bien ça rachètera 100% de la crypto. 100%, pas 10%, on rachète 100%. En fait, c'est quand on est dans un marché baissier, on vend 100% d'une crypto considérée dans ce marché baissier. Et quand on remonte dans un marché baissier haussier durable, ça rachète 100%. Ok, ça se repositionne pleinement, sauf invalidation. Voilà, si ça rechute, eh ben c'est pas grave, on revend 100%. Ok, d'accord. Ok. Voilà, et donc moi personnellement, je suis investisseur très long terme. Et donc moi, sur la bonne partie de mon portefeuille, c'est du buy and hold. Enfin, buy and hold, pas pour toutes les cryptos. Pour Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, c'est physiquement pas possible pour moi de vendre plus de 10% de ces crypto-monnaies. Ok. Donc en fait, physiquement pas possible. Parce que pour moi, c'est des actifs trop rares pour les vendre. Ok. Voilà. Je veux dire que hors de question, toi, d'en vendre plus. Tu vas mal te sentir de t'en délaisser de plus. Quoi. Voilà. Pour moi, c'est trop rare, ça se vend pas. Ça serait comme la seule vendre une voiture de collection. Il y en a 10 sur cette planète. Et je me dis, c'est trop rare. Voilà. Ça, c'est important. Et en plus, je vois beaucoup de personnes qui regrettent en fait. Ils regrettent d'avoir vendu. Moi, je vois beaucoup de personnes qui disent j'ai acheté du Bitcoin à 2000 $, si j'avais su, j'aurais gardé. Voilà. J'ai acheté du Bitcoin, parfois il y a des gens qui l'ont acheté à 1 $, si j'avais su, j'aurais gardé. Et ils ont tout vendu quand ils ont fait x2 ou un truc comme ça. Et ça, je trouve ça regrettable. Donc, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, à la vie et à mort. Sur 90% de mon portefeuille. D'accord. Ensuite, j'ai une autre partie de mon portefeuille où c'est un achat mensuel. Tous les mois, j'accumule Bitcoin, Ethereum, Binance Coin. Depuis 2016, il n'y avait pas de Binance Coin.
Et Ethereum, j'étais moins convaincu. Donc, je faisais que le Bitcoin. Aujourd'hui, je diversifie un peu plus. Donc, il y a buy and hold, il y a achat mensuel. Et il y a aussi une gestion active. Donc là, la gestion active, je peux vendre 100% des cryptos, ça ne me dérange pas. La smart stratégie en final. Voilà, la smart stratégie. Mais dans la gestion active, je prends en compte aussi ma gestion à moi. D'accord. Ma gestion personnelle. Donc il y a quand même pas mal de stratégies. Et là, je peux vendre 100%. Par exemple, je pourrais vendre 100% de mes Litecoin, je pourrais vendre 100% de n'importe quelle autre crypto-monnaie. Voilà. Et quelle différence tu fais du coup entre en final ton DCA mensuel et la stratégie buy and hold? Parce que le DCA mensuel, c'est ok, il y a de l'accumulation, mais tu vois, vu que ça rentre pas dans le buy and hold, ou alors c'est intégré dans le buy and hold du coup? C'est plus ou moins pareil, c'est juste la méthode d'achat. En fait, je rentre dans ce buy and hold en achat mensuel. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est de l'accumulation pour ton portefeuille long terme. Voilà, pour moi, les Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, ça sera ma retraite. Ok. Ah ouais, là par contre, ta retraite, carrément. Oui. Mais ma retraite, pas à 60 ans, c'est dans 2 ans. Voilà. Non, je regarde. La retraite dans 2 ans. Non, mais par contre, ce que je sais, c'est que 2024-25, il y aura logiquement un gros bull run. Là, je vendrai peut-être 10%. Ok. Toi, tu t'attends à un gros bull run sur 2024-2025? Oui, en fait, moi j'ai analysé les bull runs et tu sais, souvent ils sont rythmés par les halvings. C'est le narratif général, effectivement. Souvent, si tu regardes sur les graphiques, c'est lié. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que 6 mois avant le bull run, ça monte un petit peu. Et 1 an après, ça monte énormément. Donc le prochain halving, c'est avril 2024. Donc logiquement, fin 2023, début 2024, ça devrait commencer à remonter, en sachant que là, le contexte géopolitique fait qu'on n'a jamais vu ça dans l'existence de la vie du Bitcoin, donc peut-être que ça sera un petit peu décalé. Mais normalement, physiquement parlant, comme il y aura moins de Bitcoin en circulation, logiquement, il va prendre 2024-25. Alors là, on va rentrer dans des trucs je pense, qui sont particulièrement intéressants. C'est justement, moi je vais avoir une approche contrariante là-dessus. Je me méfie parce que tout le monde justement s'attend et regarde les rythmes du halving. J'ai fait en fait une vidéo là-dessus où je disais est-ce que le Bitcoin va aller à 0, truc comme ça. Bon, à la fin je dis en clair, voilà, spoiler, hein, c'est que j'en garde. Oui, je ne crois pas qu'il ira à 0. Oui. Mais néanmoins, on a quand même, comme tu le dis très justement, des choses qui se passent aujourd'hui qui sont nouvelles dans la vie du Bitcoin, telles que effectivement ce qui se passe au niveau du dollar, tu vois, avec le tapering, diminution de la liquidité du dollar. C'est pour ça que d'ailleurs, on est très content d'avoir du BUSD et du USDC, hein depuis qu'on a fait des sorties. Parce que le dollar index n'arrête pas d'augmenter de manière phénoménale et que, comme on le disait tout à l'heure à midi, on pense qu'il y a encore de la marge pour une dernière poussée. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi dans la vie du Bitcoin, parce que ça reste un actif encore très jeune. Le fait qu'on arrive, on est arrivé au bout d'un système sur la planche à billets qui tournait à foison, on a l'impression qu'on est arrivé vraiment au bout du bout de ce qu'on pouvait le faire. Donc on voit au niveau des États-Unis, ils calment le jeu. L'Europe, la BCE le fait pas et on le sait que c'est pour des considérations de sauvegarde de la zone euro, etc. Et de pas faire péter l'Italie notamment. Donc ce qui fait qu'on a une grosse baisse de l'euro versus dollar. Mais est-ce que la question que je me pose, et franchement, j'ai pas vraiment de réponse, mais je garde ça en permanence dans un coin de la tête dans ma gestion de risque. Vu qu'on a la planche à billets qui s'est calmée, est-ce que c'est pas le truc principal qui est venu nourrir ce que beaucoup appellent la bulle crypto? Comme ça a nourri, on en parlait, les montres de luxe, les voitures, l'art, les actions, l'immobilier. Voilà, est-ce que tout simplement, au final, cette hausse du Bitcoin, c'est pas artificiel et en fait, voilà, on est arrivé au bout du bullshit et on va avoir un truc qui va s'effondrer? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Sans doute. Mais pour moi, t'as raison, mais sauf à la fin. Attention, je n'y crois pas. Oui, s'effondrer dans le sens où son prix va bien chuter. C'est bien quand même de pousser l'exercice mental, de vraiment se poser la question, tu vois, de ne pas se conforter tout le temps dans son biais de confirmation. Voilà. Alors moi je vois différents niveaux.
Il y a le macroéconomique, microéconomique et moi ce que j'appelle nanoéconomique à l'échelle d'une crypto. Intéressant. Donc en fait le macroéconomique, on ne l'avait jamais vraiment analysé jusqu'à maintenant. Parce que dans l'existence du Bitcoin, au niveau macroéconomique, tout se passait bien. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas eu une inflation énorme, il n'y avait pas une planche à billets énorme, jusqu'au Covid. Hein. Mais dans macroéconomique, il n'y avait pas besoin de l'analyser vraiment. Microéconomique, moi je vois ça à l'échelle d'un marché, par exemple à l'échelle de la bourse, des cryptos, etc. Et ça on l'analyser. Et nanoéconomique, ça c'est moi qui l'invente, je ne sais pas si ça existe, hein. C'est à l'échelle d'une crypto. Ouais, ok. Et donc maintenant, on prend en compte le macroéconomique qu'on n'a jamais pris en compte jusqu'à maintenant. On prend en compte que faut considérer la planche à billets, l'inflation, géopolitique, les guerres, tout ça. Et je pense que maintenant, il faut le prendre en compte dans son analyse. Et d'ailleurs, moi j'ai un super indicateur, c'est très peu connu sur TradingView. Tu vas sur TradingView, tu l'utilises TradingView, tu as un petit plus pour ajouter une crypto. Tu vas BTC / et là tu cliques sur le petit onglet économie. Tu sais, c'est rangé par crypto, bourse, forex, et tu as un onglet économie. Et tu marques M1. C'est ce que c'est le M1. Oui, la masse monétaire. Voilà. Et tu cliques sur entrée. Et tu cliques sur le truc et ça va te l'ajouter. Okay. Et en fait, tu compares le Bitcoin à toute la masse monétaire qui existe sur cette planète, les billets, les pièces, ce qu'on a sur notre compte, le livret A, ce que les banques ont en réserve, etc. Et là, tu te rends compte que le graphique du Bitcoin prend une toute autre forme. Et une forme à un point où tout paraît logique. Donc tu vois, je ne sais pas si tu vois le cours du Bitcoin depuis sa création quasiment. Ouais, mais je crois imaginer effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que entre l'augmentation de la masse monétaire et la part que prend le Bitcoin, c'est beaucoup plus important que l'augmentation de la masse monétaire. Alors en fait, ça permet de mettre en considération, pour moi, le rapport entre Bitcoin et masse monétaire, mais en même temps, du coup, ça met en rapport les tops. Les tops et du coup, je pense, les bottoms. Okay. Donc si ça met en corrélation les tops parfaits au millimètre, tu regarderas, je me dis que ça pourrait nous aider à savoir le bottom. Parce que en effet, je pense que la prise de valeur du Bitcoin, c'est lié à la planche à billets. Comme tout autre actif d'ailleurs. Pareil pour les actions. Oui, c'est sûr que ça a joué, clairement. Et donc en fait, je ne sais pas si tu vois le cours du Bitcoin en 2019. Tu sais, on a fait 2018, on était stagné aux 3000. Et ensuite, il a fait un gros pic aux 14 000. Oui, et ensuite, il a chuté. J'étais au Vietnam ce moment-là. Voilà. Il faut se souvenir de ce pic aux 14 000. Ensuite, il est monté à 65. Ensuite, il a craché et il a remonté à 69. Et ensuite, il est à 20 aujourd'hui. Et bien, ces trois pics, 14, 65 et 69, avec ce graphique, sont tout alignés au millimètre et en dessous du pic des 20 000. D'accord. Tu vois le pic des 20 000 en 2017-18, et bien juste en dessous, pas mal en dessous, il y a, ce que j'ai dit, les 3 points alignés en dessous. Ok. Et ça c'est important, je me dis, on peut mettre en corrélation le Bitcoin et la masse monétaire. Donc, tu voudrais dire donc, que la planche à billets le fait que ça monte à 20 000 en fin 2017, tout début 2018, ça serait une anomalie en fait dans la progression? C'est ça que tu... Non, pour moi c'est pas une anomalie, mais c'est que du coup, il y avait moins d'argent sur le marché, je pense. Ok. Du coup, le Bitcoin était plus haut par rapport à la masse monétaire. Et là, comme c'est beaucoup plus bas, c'est comme si on n'a pas eu de bull run plus haut que 2002. Je vois, au prorata quoi. Oui, là, au prorata par rapport à la masse monétaire du monde entier. Alors, je me dis, du coup, là, on va subir sûrement un gros crash énorme qui va être chiant et laborieux. Mais quand ça va dépasser, je pense que ça va être du coup énorme. D'accord, ça a le potentiel de pousser très fort, quoi. Voilà. Alors, il y a deux choses particulièrement intéressantes dans ce que tu as dit. Et effectivement, maintenant, on est arrivé à un point où, en fonction des chiffres que vont sortir, des annonces de la Fed, tu vois, c'était moi, c'est un gars qui parle. Voilà, tu vois, les annonces de la Fed vont, la sphère crypto attend les annonces de la Fed pour savoir un petit peu comment va réagir le marché. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même nouveau sur cette année. C'est un truc avant, mais c'était même, tu vois, l'anti-système, quoi. Donc, non, on s'en fout de ce que dit la Fed et tout. Maintenant, c'est impacté. Donc, le côté
Avant, c'était Bitcoin est- McAfee qui faisait Ouais, la pluie de ouais, beau c'est temps. ça, ouais, mon Dieu. Après, c'était Janos, et maintenant, c'est la c'est Fed. Jérôme Powell. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est déjà un changement par rapport à rien qui a 1 an, 2 ans, qui est assez majeur. Et c'est vrai qu'on a l'impression que du coup, le Bitcoin est devenu assez gros pour rentrer, être impacté par la macroéconomie. C'est vraiment un point extrêmement pertinent. Merci pour ça. Le deuxième sujet, c'est ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, tu vois, le prorata que tu évoques sur, du coup, quand le Bitcoin est monté à 19K. Et ce qu'il a fait là, lors de ce dernier bull run, cette espèce de double top aux arbres, où en fait, au niveau du prorata de la masse monétaire, on a été en dessous. Bien en dessous. On était bien en dessous. Et au même niveau que 2019, le pic des 14 000 de 2019. Et en fait, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être pas mal là pour piéger un max de personnes sur ce que va faire le Bitcoin au prochain coup. Parce que si effectivement on se dit ah ben il a ralenti, on s'attend à une progression d'autant plus minorée en fait. Si on projette, je dirais basiquement, on se dit ok la prochaine fois il va peut-être aller à 120K, tu vois. Mais en fait peut-être que justement il va nous prendre de surprise et il va pousser beaucoup plus fort. Pour moi, c'est, comme tu disais, vraiment lié à la masse monétaire. S'ils n'impriment pas, ça ne montera pas. S'ils n'impriment pas, alors ça c'est intéressant parce que si effectivement on arrête de faire tourner la planche à billets, est-ce que tu ne crois pas qu'il a quand même justement dans ce pourquoi il a été créé, d'être une alternative à ce système qui marche un peu sur la tête au niveau de la gestion des banques centrales, est-ce qu'il n'a pas justement enfin joué son rôle de réserve de valeur, quoi, de sauvegarde en fin de compte de son pouvoir d'achat? Bah si, c'est lié du coup. Parce que quand ils impriment la planche à billets, c'est comme ça qu'en fait ça crée de la masse monétaire et du coup c'est comme ça que ça fait monter son prix. Alors toi plus dans un aspect, je vais dans le Bitcoin du coup pour me protéger. Sur le long terme, je pense. Parce que regarde sur le long terme le cours du dollar, même s'il explose aujourd'hui, mais en fait il explose mais par rapport aux autres devises qui chutent, mais lui il chute quand même de valeur. En fait tout le monde chute, il faut voir les devises, elles chutent toutes. Mais le dollar chute un peu moins vite que les autres, du coup on a l'impression qu'il prend énormément de valeur. Ouais, lui il a ouvert le parachute, donc il descend plus doucement et du coup on a l'impression qu'il monte, alors qu'en fait, non, tout le monde est en train de tomber. On voit bien l'inflation. Il a ralenti. Voilà, l'inflation aux États-Unis, elle est énorme. Et donc en fait le dollar perd de la valeur, mais il en perd moins que les autres, donc par rapport aux autres devises, bon, bah, c'est lui le plus résilient. Ok. Bon, on va avoir l'épreuve du feu en fait là pour le Bitcoin, je pense, dans les trimestres à venir. Bah, moi je pense que du coup, il faut baser nos futurs investissements sur la macroéconomie. Donc il ne faut pas trop regarder, en fait il faut aller dans l'ordre. Si la macroéconomie ne va pas, ça ne sert à rien de regarder les marchés boursiers, crypto, voilà, et ça ne sert à rien de regarder à l'échelle de la crypto. Tu vois ce que je veux dire? Si la macroéconomie ne va pas, donc en gros si les taux sont très hauts, s'il y a énormément d'inflation, s'il y a des guerres, Covid, etc., ça ne sert à rien de regarder les marchés, ça ne sert à rien de regarder ta petite crypto, ton Shiba. En fait, il faut que ça aille dans l'ordre pour moi. Donc c'est pour ça que, c'est ce que je disais encore pendant le repas, je pense que du coup, il faut voir quand le dollar plafonnera en termes de prise de valeur, le DXY sur TradingView, c'est l'indice du dollar comparé à toutes les autres devises. On a vu que la croissance est exponentielle, ça va sûrement continuer. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, il y a des résistances là. Au bout d'un moment, on va arriver à des résistances, celles qu'on a vues, mais il y a une dizaine d'années, je ne sais plus quand. Au bout d'un moment, il va commencer à plafonner, peut-être même un peu chuter. Et pourquoi le dollar a pris de la valeur? Parce qu'aujourd'hui, c'est un risk off. Donc tous les gens ont peur des marchés financiers et vont dans le dollar parce qu'ils vont se protéger. Mais au bout d'un moment, le dollar va commencer à stagner, voire chuter. Les taux directeurs vont peut-être monter jusqu'à 3-4%, possible. Je parle au niveau de la Fed. Et au bout d'un moment, ils vont stagner. Tu regarderas à chaque fois qu'il y a une crise,
bon, bah, c'est les taux généralement qui l'enclenchent quand il est bon, mais au bout d'un moment, ça stagne quelques semaines, mois, et après ça chute. Et c'est à ce moment-là, quand tout ça s'enclenche, moi j'ai beaucoup analysé toutes les anciennes crises, là le dollar commence à perdre de la valeur. Pourquoi? Parce que les gens sortent du risk off pour aller vers du risk on, parce que les gens, les riches, ils ne vont pas rester 10 ans sans faire de l'argent. Ils vont vouloir du rendement, ils ne vont pas rester dans du dollar qui se dévalue de façon continuellement. Donc ils vont vouloir de la rentabilité, donc ils vont vendre du dollar pour acheter des actifs, peut-être du bitcoin. Et c'est quand tout ça se met en place qu'on va pouvoir se réexposer regarder au niveau des marchés, lequel marché, et après regarder au niveau des cryptos. Quel crypto? Et là on pourra analyser si on est dans un triangle ascendant, et là on peut analyser les charts, faire son analyse graphique. Mais ça ne sert à rien pour moi. Ça serait comme analyser le graphique sans analyser la macro et la microéconomie. Ça serait comme faire un puissance 4 en regardant 10% du jeu. Ouais. Tu ne peux pas gagner. Donc, et du coup, il faut aller dans l'ordre pour moi. Tu vois l'idée? Je vois. D'accord, ouais, bah écoute, c'est particulièrement intéressant. Merci du partage de cette réflexion de fond. Là c'est bien, on a poussé la chose. N'hésitez pas à réagir en commentaire ce que vous en pensez par rapport à nos échanges là, à l'analyse de Jonathan sur justement la macroéconomie. Ça, je pense, et puis du coup tu regarderas les commentaires. Ah oui, moi je répondrai aux commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je regarderai régulièrement sous la vidéo, je répondrai à vos commentaires. Super, merci. Alors tu as juste le micro, si tu peux le relancer. Ah oui, voilà. Ça c'est quand je me super. Ok, alors toi justement pour revenir sur l'aspect entrepreneurial, donc voilà, tu as lancé Fructify qui est vraiment une belle réussite, bravo pour ça, réellement. Et alors, je vais être un peu provocateur. Vas-y. Qu'est-ce que tu fous encore en France? Ah, ça coûte cher la France. Mais moi la France, je vois ça comme un luxe que je m'autorise de payer. Ça coûte très cher. Je vois ça un peu comme un hôtel de luxe, quoi. Faut vouloir se le payer. Donc c'est vrai que là encore, je te disais, mon comptable m'a dit Jonathan, il faudra payer X d'impôts. Ah oui, d'accord. Je vais payer. Mais c'est un choix. Donc c'est vrai que j'aimerais, je pourrais partir, mais mon seul souci, moi, c'est la famille et l'environnement. Ok. Voilà. Donc voilà, je suis content de quand même payer et j'essaie de faire mon maximum pour payer le moins possible. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'est le sport local et c'est normal. Voilà. C'est même intégré dans leur calcul du côté du gouvernement. Donc, ok. Donc, bonne manière, je pense, de voir les choses. De dire, ok, je paye ça parce que j'en ai pour mon argent. Voilà. Tu t'y retrouves. C'est le prix à payer pour vivre en France. Okay. Et être entrepreneur en France pour moi. Ok, très bien. Merci. Alors je reprends mes petits. Ok, le marché crypto, bon, on en a parlé. Alors au niveau patrimonial, comment là est-ce que tu concentres à mort sur les cryptos et aussi la valorisation de ton entreprise, parce que c'est ça aussi de créer une entreprise, c'est qu'effectivement ces parts sociales de l'entreprise prennent de la valeur au fur et à mesure que celle-ci évolue, grossit et fait des bénéfices. Et voilà, est-ce que là aujourd'hui tu es diversifié ou en fait vraiment pas du tout, tu te concentres sur ce projet-là et tu comptes beaucoup sur la crypto quoi. Ouais. Alors moi, comme tu dis, j'ai mon entreprise, j'ai mes cryptos, j'ai de l'or. Okay. Alors moi je suis un peu parano de la sécurité et ce qu'on vit en ce moment, j'en parle depuis 2018, j'avais fait une vidéo où j'avais dit on va sûrement avoir une crise financière, une crise économique, il manque juste un déclencheur, on ne sait pas trop ce que c'est, on attend la goutte qui fera déborder le vase, bon aujourd'hui on sait ce que c'est. Et justement j'avais dit que à ce moment-là, l'inflation va s'accentuer, donc il faut diversifier, pas avoir de l'euro parce que l'euro c'est pas forcément une devise trop forte, assez forte par rapport à d'autres, mais pas la plus forte.
Et donc c'est pour ça que moi j'avais des, je sais plus, l'once elle était à peu près 1100 dollars. Aujourd'hui elle est peut-être 1700. Ouais, 1700, quelques 1700. Voilà, c'est pas énorme. Mais j'avais dit sur ma chaîne YouTube, à ce moment-là, moi j'achetais de l'or. Et donc j'ai de l'or, j'ai de l'argent. De l'argent aussi. Ouais, un petit peu. 10% de ce que j'ai en or. Ok, voilà, on diversifie encore un petit peu. Là aussi, j'ai différentes formes. J'ai des pièces d'or physiques. Par exemple, je peux les mettre dans un coffre en Suisse. Oui. Voilà, parce que bon, si votre banque vous dit mettez-les chez nous, elles seront au chaud. Le souci, c'est que là, ils sont en train de flipper un peu. Macron, je sais pas si tu as vu, mais il veut nous mettre en économie de guerre, ou c'est déjà le cas. Oui, il en a parlé, il a évoqué, nous sommes en économie de guerre. Voilà, et en économie de guerre, ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Ouais. Et surtout en Italie, là, je sais pas si tu as vu, mais ils sont en train de passer une loi, ou c'est déjà passé, je sais plus. Mais en gros, ils ont dit, tout ce qu'on avait dit pour la protection du déposant voilà, sur son compte bancaire, non, en fait, on l'enlève. On va pouvoir pomper sans limite. En gros, ils ont dit ça. Hein. Bon, j'ai arrondi, j'ai dit un peu vulgairement les choses. Mais en gros, ils ont fait ça, mais c'est horrible. Et du coup, pour l'économie de guerre, bien sûr. Et du coup, c'est pas super safe l'argent sur son compte. Moi, comme je disais, j'ai quelques milliers d'euros sur mon compte bancaire en France, en euros. Je diversifie aussi géographiquement, c'est pour ça que j'ai des métaux précieux en Suisse. Dans une société privée, si cette société privée fait faillite, mon or me revient de droit et ils me sont renvoyés chez moi. Ok, donc, elle peut faire faillite, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pas vraiment de banque française où j'ai très peu d'argent dessus. J'ai une banque suisse, Simbank. C'est des banques privées où là ils vont pas. Normalement, ça tient la route. Et ensuite, c'est du franc suisse que j'ai dessus. Il est bien plus solide que l'euro. De toute façon, on peut regarder euro, CHF, ça tient bien plus que le franc suisse. Ensuite, j'ai des dollars. On a vu que le dollar tient quand même bien plus. Là, sur un peu plus d'un an, c'est énorme. Voilà, l'euro par rapport au dollar a presque perdu 20%. Ah non, à 25. 25%. On est à 25%. Tu vois, c'est énorme. 25% de son pouvoir d'achat. Sur un peu plus d'un an. Ouais. Donc c'est énorme. Et voilà, ensuite professionnellement, j'ai aussi de l'or. Ok. Sur mon compte pro, j'ai investi dans l'or. Voilà, pareil, si les banques françaises font faillite, c'est pas grave puisque j'ai ma banque suisse, j'ai ma carte bancaire, elle peut faire faillite, pas de souci. Pareil pour mon compte pro, j'ai un compte au Luxembourg. Ok. Parce que la Suisse, c'était trop compliqué, il fallait mettre 3 millions, 1 million, trop compliqué. Donc, banque au Luxembourg, c'est Allkey. D'ailleurs, si certains sont intéressés, c'est facile. Allkey. O-L-K-Y-P-A-Y. Ou c'est un I au début, je sais pas. Ok. Allkey, super intéressant. Là aussi, j'ai une carte bancaire, donc pareil, si ma banque populaire fait faillite, je ne vais pas dire pas grave parce qu'il y a quand même de l'argent dessus, mais j'ai ma roue de secours. Puis j'ai aussi Veracash, pro et perso. Donc là, c'est en fait, j'ai la carte ici, c'est en gros une épargne dans laquelle on envoie des euros, mais ces euros sont backés à de l'or. Je ne sais pas si tu connais. J'utilise aussi. Ouais, voilà, super. Et du coup, si l'or prend de la valeur, eh bien, on gagne de l'argent. Si l'or perd de la valeur, on perd de l'argent forcément, mais on n'a pas l'inflation, peut-être moins d'inflation que si on avait de l'euro. Et puis au pire, c'est une diversification là aussi. C'est pas vraiment une banque. Si ça prend de la valeur l'or, effectivement, il faut que la prise de valeur vienne compenser l'inflation. Bon, aujourd'hui, voilà. C'est pas trop le cas, l'or a baissé. Non. Mais bon, je pense que, moi je reste aussi quand même sur le moyen terme au niveau de l'or. Et comme je disais tout à l'heure, quand les gens vont passer de risque off à risque on, tout reprendra de la valeur, dont l'or. Alors, tu vois, là-dessus, je pense qu'il y aura une phase d'augmentation de la valeur de l'or avant qu'on passe en risk on. Je pense qu'il y a une espèce d'entre-deux, en tout cas, c'est ma croyance, c'est mon scénario. On verra. Oui. J'ai analysé plusieurs marchés crises financières dans le passé. Et souvent, l'or avait un petit train d'avance. Ouais. Les cryptos, on ne peut pas savoir puisqu'ils n'ont jamais vécu. C'était 2008, il a été créé vraiment en 2009. Et 2000, la bulle Internet.
Donc Bitcoin, on verra. C'est clair, c'est clair. Et du coup, ce que je voulais pour Veracash, en fait, c'est un peu une diversification. Si je me dis, moi je suis parano, si ma banque française fait faillite, si ma banque suisse ou luxembourgeoise fait faillite, bah, j'ai Veracash, tu vois, c'est toujours encore une diversification. Et après, il faut avoir des billets physiques chez soi, des petites pièces, au cas où qu'il y ait un bank run. D'accord, ok. Voilà, je vais pas vouloir faire la queue devant ma banque pour retirer. J'aurai et ensuite on peut avoir une diversification. Donc là c'est un peu parano encore en termes de nourriture. C'est une sorte d'investissement. Si on va vraiment dans une inflation importante en 2023, sûrement 2023 ou 2022, eh bien la nourriture aussi c'est une forme de capital. Oui, capital survie. Capital survie, complètement. Ouais, voilà, mais sinon, j'ai pas d'immobilier pour l'instant. Mais je pensais que moi, l'immobilier allait un peu chuter dans 2022-2023. Parce que c'est un peu lent, si ça doit chuter, c'est un peu lent à chuter. Parce que c'est pas du tout liquide comme une action d'un clic maintenant. Voilà, j'ai pas encore d'immobilier, j'ai pas d'action parce que je préfère les cryptos. Parce que pour moi, c'est un peu quand même l'idée. Et j'ai pas d'equity encore, mais ça, je veux. En parler. Voilà, je vais y arriver, j'arriverai dans le club. Et sinon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok. Merci du coup pour ta franchise et ta réponse complète. Et bon, on en arrive à la dernière question. Le prochain projet. Oui. Alors le prochain projet. Vous allez tirer des infos parce que il n'y a pas trop le droit d'en parler. Oui, je ne peux pas trop en parler privé, en public, donc je ne vais pas dire le nom du projet. Donc en fait, pour moi, ce projet, c'est l'aboutissement de ma vie. C'est pas du tout pour gagner de l'argent, parce que de toute façon, c'est dans une association à but non lucratif, donc c'est-à-dire 100% sera réinvesti, redonné aux utilisateurs, 45% des revenus est directement redonné aux utilisateurs, et puis le restant est réinvesti dans la plateforme. Pour dire que c'est pas l'idée de la crypto. Ah, c'est pas au crypto, c'est 100% crypto. Donc, secteur de les défis. C'est une plateforme de finance décentralisée. Voilà. Donc l'idée de cette plateforme, c'est de rendre la finance plus juste, plus altruiste, parce qu'aujourd'hui elle est un peu égoïste. Si on regarde par exemple le système bancaire, qui n'est pas trop dans mes valeurs, tu sais, quand tu poses de l'argent sur un compte bancaire, les banques ont le droit légalement de le prêter 9 fois. Et elles vont le prêter avec un taux d'intérêt et se faire de l'argent sur ton propre argent que tu as déposé. Et en fait, c'est un système gagnant-perdant parce que toi, tu vas déposer ton argent, tu vas payer des frais. Donc en fait, et eux, ils s'enrichissent sur ton argent. Et donc c'est un système gagnant-perdant parce qu'il n'y a que eux qui s'enrichissent sur ton dos. Et moi, j'aime pas trop l'idée. Moi, je préfère un système gagnant-gagnant. Tu mets ton argent, ça permet à tout le système financier de se surélever et que tout le monde y gagne. Okay. Voilà. L'association y gagnera aussi, bien sûr, parce que sinon elle mourra. Souvent les gens ils disent ah bah non, c'est une association, elle ne doit pas faire de bénéfices. Ah non, on doit faire du bénéfice, sinon on crève. Et on peut pas faire des revenus. Voilà, il faut des revenus. Mais les revenus seront réinvestis dans la plateforme. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a une bonne partie qui sera redonnée aux utilisateurs, mais une bonne partie aussi pour la plateforme, je vais dire le projet, pour la plateforme, pour le réinvestir, parce qu'il faut bien que ça survive. Ok. Et donc le projet c'est quoi? Nous on veut démocratiser aussi la finance altruiste, parce qu'on va, comme je te disais, passer par des équilibres de Berge, qui n'est pas du tout connu, mais elle est... Au lieu de Nash, c'est ça? Voilà, au lieu de passer par des équilibres de Nash qui sont par nature égoïstes, et la plupart de la finance, de notre monde financier passe par des équilibres de Nash, même les plateformes de finance décentralisées. Et donc nous, on veut prendre le contre-pied. On va utiliser les équilibres de Berge, qui est un mathématicien français, et qui est par fondement altruiste. Okay. Et on ne peut pas... En fait, si tu veux alimenter tes intérêts personnels, tu es obligé d'alimenter les intérêts communs. Et ça, je trouve ça trop bien dans la finance. Ça, c'est plaisant. Donc, si un gars veut faire mal à la plateforme, il ne pourra pas. S'il veut alimenter ses intérêts personnels, c'est-à-dire faire de l'argent, il pourra. Donc, il investira ses millions s'il veut, mais au profit, en même temps, de l'intérêt commun. Ok. Et ça, je trouve ça énorme. Et donc, en fait, pour faire simple,
c'est une plateforme décentralisée. Donc en fait, tu vas te connecter, tu prendras ton téléphone, voilà. Tu prendras ton appareil photo pour scanner le QR code, paf, tu seras connecté, pas besoin de wallet compliqué. Tu auras, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tu auras une assistance parce qu'aujourd'hui, décentralisation rime avec déshumanisation. Là sur PancakeSwap, t'as pas un gars qui est là pour t'aider. C'est sûr. Voilà. Et ben nous, ça sera une plateforme décentralisée, mais humaine. Tu auras des gens pour t'aider si tu en as l'utilité. Donc on aura une sorte d'aide décentralisée. Donc ça, la démocratisation pourra se faire à partir de là. Pas de wallet MetaMask, c'est walletless. Des gens qui sont là pour t'aider. Et on met des utilisateurs expérimentés en lien avec des utilisateurs débutants. Mais on crée de la confiance entre les deux, parce qu'on a l'impression que peut-être on ne connaît pas, donc il va nous arnaquer. Ben non, nous on va faire en sorte, donc là c'est mon CTO qui sait faire ça, moi je ne sais pas du tout, mais on va faire en sorte que la blockchain est là pour créer de la confiance entre les deux parties. Et pour que lui, il a tout intérêt à être bienveillant et à ne pas arnaquer le débutant. Voilà, donc la démocratisation pourra se faire grâce à ça. Et ensuite, ils auront, dans un premier temps pour la V1, un simple capital à allouer, c'est tout. Ils vont arriver, ils sauront comment créditer leur portefeuille parce qu'ils auront été aidés. De toute façon, tu pourras le faire par carte s'il faut. On passe par des tiers pour ça. Et ils auront simplement alloué un capital à une stratégie qui va gérer leur capital pour eux. Et là, on part sur un truc très complexe dans la machinerie, mais eux, ils ne savent pas. Voilà, simplement allouer un capital. Et je ne sais pas si tu connais le fonds Renaissance Technologies. Ouais, ça me parle. De Jens Simons. Et en fait, dans leur équipe, c'est l'un des plus gros fonds au monde qui gère 140 milliards de dollars. Et en fait, si tu regardes leur équipe, il n'y a pas d'investisseurs. Il n'y a pas de traders. Exactement. Ouais, je me rappelle. Il n'y a que des mathématiciens, il n'y a que des polytechniciens, il n'y a que des chercheurs, il n'y a que voilà, des gens qui sont dans les maths, en fait. Ou dans l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et il fait du 60% par an, en fait, depuis, je sais plus, depuis 20 ans, je crois. 60% par an, chaque année, depuis 20 ans. Il prend 5% par an sur le capital et 36% sur le bénéfice. Il a fait une année en négatif, mais l'année suivante, il a fait encore 60% sur ces 20 dernières années. Et tu sais comment il fait? Et nous, l'idée, c'est de faire pareil, enfin, on va s'inspirer de ce que font les meilleurs. Eh bien, ils font exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ils analysent la macroéconomie. Donc, en gros, est-ce qu'ils injectent en ce moment? Est-ce qu'il y a de l'inflation? Est-ce qu'il y a des guerres? Est-ce qu'il y a voilà, un signe noir? Est-ce qu'il y a tel président qui a été élu? Voilà, la macroéconomie. Mais ça peut être aussi, bon ça c'est plus la microéconomie, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, à l'échelle du marché financier boursier, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le S&P 500 prend, est-ce que l'or prend, ensuite à l'échelle des cryptos, est-ce qu'on est en Bitcoin season, en altcoin season, est-ce que, après c'est en nano-économie, est-ce que cette crypto-monnaie prend de la capitalisation par rapport aux autres qui perdent la capitalisation? Est-ce que cette crypto-monnaie a un gros volume par rapport à sa capitalisation? Est-ce qu'elle a un gros volume? Donc peut-être qu'il y a un intérêt. Est-ce que ces 12 derniers mois, elle a pris de la valeur? Toi, tout ça, ensuite, au niveau graphique, et c'est là, juste à ce moment-là, on peut faire de l'analyse graphique. Est-ce qu'on a un support résistance? Mais c'est un tout petit point, 5% du truc. Et avec tout ça, elle voit s'il faut acheter ou pas. Ensuite, il y a de l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire qu'elle va apprendre du marché, elle va comprendre le marché, donc là elle aura besoin de se former sur le marché, et au bout de plusieurs mois, années, elle va comprendre le marché, elle va comprendre comment il évolue, mais tout dans son ensemble, hein, dans la macroéconomie. Et ensuite, il va s'adapter cette intelligence artificielle, parce qu'on a vu des méthodes qui fonctionnaient aujourd'hui peut-être seront plus du tout pareilles dans 100 ans. Nous, l'idée, c'est que ça fonctionne dans 1000 ans, que la plateforme soit toujours là. Donc, elle doit s'auto-adapter toute seule. Et aussi, on va ajouter du deep learning. Donc là, en fait, on va, dans la V2 de la plateforme, il y a des utilisateurs qui vont pouvoir utiliser la plateforme, faire leurs trades, leurs investissements. Donc la plateforme va, on appelle ça apprentissage par l'exemple, va regarder ce qui fonctionne sur nos propres utilisateurs.
On va regarder ce qu'ils font, on va regarder ce qui marche. Enfin, c'est l'intelligence artificielle qui va le faire. Et elle va garder ce qui fonctionne. Et elle va aussi regarder ce qui ne fonctionne pas. C'est avec nous. Et il y a d'autres, ils vont pouvoir aussi créer leur propre stratégie d'investissement. Et l'intelligence artificielle va regarder ce qui fonctionne, va regarder ce qui ne fonctionne pas, et va apprendre sur l'exemple. Okay. Mais c'est pas tout, il y a une dernière chose. En fait, tout ça, ça demande énormément de puissance de calcul. Et d'argent. Et d'argent, voilà pourquoi on fait une levée de fonds, septembre-octobre. Et du coup, ça demande énormément de puissance de calcul, une puissance qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Okay. Et donc, mon développeur, qui est vraiment une tête, il a un doctorat en intelligence artificielle, les réseaux neuronaux, etc. Mais il a un doctorat aussi en physique quantique. Okay. Et donc, on va ajouter des algorithmes quantiques. Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs n'ont pas cette puissance. Et en plus, si on veut avoir un train d'avance sur tout le monde, en moins d'une millième de seconde, on doit faire notre investissement si c'est le bon moment. Et donc, il faut une puissance de calcul énorme et une rapidité énorme, et ça sera bon. Et donc, c'est pour ça qu'on va ajouter des algorithmes quantiques. Waouh. Ah oui, c'est du costaud. Ouais, c'est un truc. Et ça, c'est un outil pour le peuple. Ok, waouh. Dans le sens où l'association, ensuite, on va la détruire. D'accord. Et il n'y aura plus de gouvernance, il n'y aura plus d'entité derrière, ça sera les utilisateurs qui la font vivre. Ah oui, donc c'est un... Ok, pour le mettre à disposition voilà. des utilisateurs. Voilà, moi je vois ça. Mais si tu vois, un truc comme ça qui fait de l'argent et qui est du coup accessible à un maximum de personnes, au bout d'un moment, tu vois, si tout le monde fait de l'argent, il y a quoi? Il y aura une limite en termes de nombre de personnes qui peuvent l'utiliser, il y aura des barrières à l'entrée, Non. Toi, tu vois, quand il y aura des centaines de milliards investis dedans. En fait, moi, naturellement, je me dis, s'il y a un truc que tout le monde peut utiliser et qui permet de générer de l'argent, à un moment donné, en fait, forcément, c'est fatal. Il ne peut pas fonctionner. Je vois ce que tu dis. Tu vois? Oui. Eh bien, pour moi, c'est un outil pour le peuple. Il n'y aura pas d'institutionnels qui vont investir dedans. Mais aujourd'hui, les plus gros investisseurs, c'est qui? C'est beaucoup d'institutionnels. Et moi, je vois un peu cet outil, un peu l'arme du peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, il se fait laminer sur les marchés, il se fait plumer. Oui, ça c'est sûr. Et ben moi, je vois que c'est un peu, pas une arme, parce que j'ai pas envie de dire que c'est la guerre, mais c'est peut-être une chance pour que le peuple puisse tirer son épingle du jeu par rapport aux autres qui se font les couilles en or, j'ai envie de dire, sur le dos du peuple. Et ben moi, j'ai envie de dire que ça rééquilibrera un peu la puissance. Tu vois ce que je veux dire? Mais si n'importe qui peut l'utiliser, au final, qu'est-ce qui empêchera les institutionnels? Oui, mais après, tu le disais, ceux qui mettent beaucoup d'argent, ça sera altruiste. Oui. Ok, ils ne pourront pas faire de mal à la plateforme. Ça pourra que les... Hâte de voir ce qui va émerger. Voilà, donc ça va être long. Hein. C'est pour ça que déjà, ça coûte cher, puisque déjà, mon développeur, là, je te dis pas combien il coûte, mais très, très, très cher. Et encore, il m'a fait une vie. Mais on veut à chaque fois, chaque processus, pour les avocats, on a les meilleurs d'Europe. Pour les développeurs, là j'ai le meilleur CTO, lui il a des super contacts pour les meilleurs développeurs. Fiscaliste aussi, j'ai de très bonnes personnes. Dans tous les maillons de la chaîne, je veux les meilleurs, et donc ça coûte très très cher. Là ce qui est bien, c'est que Fructify, je voyais peut-être un peu plus le business model avant. Et là, je vois pas du tout le business model, c'est ça qui est drôle. C'est que je vois le produit avant. Et maintenant, comment on va faire de l'argent? J'ai pris exactement le même business model que Fructify. Mais c'est pas la motivation première du tout. Okay. Je mets des frais parce que pour moi, il faut des frais parce que ça doit économiquement être viable. C'est sûr. C'est pas, je veux pas être financé par la levée de fonds. Nous, on va lever très peu de fonds. Enfin, ça sera quelques millions. Mais on va pas lever 100 millions ou 20 millions. Tu sais pas encore, peut-être. Je pense pas. Moi, mon développeur, il m'a dit on peut faire un truc exceptionnel avec quelques millions. Ok. Voilà, donc je sais plus pourquoi je dis ça. Mais on va lever juste quelques millions. Et déjà, ça fera moins d'inflation parce qu'on va moins libérer de tokens. Et voilà, j'ai encore plein de choses à dire. Mais
D'accord, donc pour bon ben tu en parleras sur ta chaîne quand tu lanceras le truc ou... Alors j'en parlerai sur ma chaîne en public en 2024. Ouais, d'accord. Mais aujourd'hui je peux en parler qu'en privé. Donc j'en parle qu'à ma communauté. D'ailleurs j'ai envoyé le premier mail aujourd'hui. Voilà, il faut réussir à s'immiscer dans votre communauté si on est intéressé. Comment on s'immisce dans ta communauté? Bah, faut s'inscrire. En fait, faut s'inscrire sur ma chaîne, sous mes vidéos, il y a un lien, faut s'inscrire sur un lien. Et dès que j'ai le mail, en ce moment, j'envoie des mails pour prévenir les gens. C'est une liste email. Oui, et je fais un live en fait le 28 juillet à 20h où je vais présenter ce projet en détail. Il y aura Marc le développeur aussi. Je vais présenter la levée de fonds, etc. Et d'ailleurs, moi je ne passe pas par des VC, tu sais, des capitales, venture capital ou fonds d'investissement ou voilà, en majorité. Et je veux que ça soit ma communauté, j'ai qui dirait ma communauté, parce que j'aimerais que ça soit un outil vraiment pour le peuple. Ouais, et que c'est eux qui ont le pouvoir et que c'est eux qui soient en vente privée, en majorité. D'accord. Voilà. Ok, donc il y a le lien, je le prendrai sur, du coup c'est un de tes vidéos, le lien vers ta liste, je le mettrai du coup en description. Voilà, de toute façon c'est tout le temps, c'est ma page qu'on appelle de capture, ma page contact, spotify.io/KDO. Et on s'inscrit là, puis voilà, c'est mon point d'entrée. Mon point d'entrée, voilà, et puis moi j'envoie les mails en ce moment pour le live. Parfait. Ok, donc le combien tu dis le 28 juillet. D'accord, donc semaine prochaine. Oui. Ok. Ça va, pas la pression? Non. Je suis habitué à faire des lives, pas de soucis. Ok, très bien. Bon il y a encore une question par rapport à la chaîne et tout, mais bon, on a fait déjà une vidéo assez longue, donc potentiellement on refera une interview dans quelques mois si tu veux bien, en décembre à mon retour. Comme ça permettra de faire une update sur l'avancée du projet, le marché aussi. On va encore avoir une discussion que j'espère que vous avez trouvé passionnante, moi en tout cas je l'ai trouvé passionnante. Et puis voilà, mettez des commentaires si vous avez des questions à poser à Jonathan, et inscrivez-vous à sa liste email si vous voulez du coup participer à ce live et potentiellement investir dans son projet là en septembre-octobre. Ouais, septembre-octobre, on fait une petite levée de fonds pré-vente, donc un prix très réduit. Voilà, pour remercier la communauté, mais aussi pour financer tout ça, bien sûr. Bien sûr. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Salut. Merci à toi en tout cas. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Bravo à vous. C'est clair. Et on répond à vos questions en commentaire. Voilà. Ciao. Ciao.